bonjour à tout le monde, tout le public francophone qui est nombreux, à ce que je vois. Donc, je suis ravi, je suis très content. Plus il y a de monde, plus je suis content. Donc, on va parler de toutes les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées à KDV 20 depuis la V20 jusqu'à la R8, la R9. Peut-être qu'on me souffle dans l'oreillette qu'il y aura peut-être une R10 également. Allons-y, parce qu'on a beaucoup de choses à parler. Donc la première chose, c'est qu'on va commencer par des rapides rappels de ce qu'on a fait en V19. Ça va nous servir un peu d'introduction à ce qui va être fait avec AD20. Donc en V19, dans toutes les releases de V19, on a eu le get breaks qui permettait de localiser tous les breaks, toutes les ruptures à l'intérieur des documents pour pouvoir les remplacer. Par exemple, remplacer un saut de ligne par un saut de paragraphe, ce genre de choses. L'import docx qui permettait d'importer des documents Word, le chercher remplacer avec tout un tas d'options pertinentes. Le formatage des images aussi, qui permettait de formater des images exactement comme dans 4D, à savoir tronqué, non centré, mosaïque, etc. Avec un dialogue de formatage des images qui était essentiellement à l'usage des utilisateurs finaux ou éventuellement des gens qui fabriquent des templates avec des documents templates avec Canary Pro. Le saut de page continu, ça c'était quelque chose qui était pas mal demandé aussi, qui permet par exemple d'avoir un nombre de colonnes différents à l'intérieur d'une même page, donc sans saut de section. On reste sur la même page. L'export SVG, donc qui permet d'avoir des documents exportés comment dire, en vectoriel. Le surlignage des formules, alors ça on l'avait déjà, mais uniquement en mode affichage par valeur. Par formule, maintenant on l'a aussi en affichage par valeur, ce qui permet de repérer à l'intérieur d'un document de type template où sont les formules, même si ces formules-là sont exprimées sous forme de valeur. La date, peu importe le nom des clients, etc. Les paragraphes liés, ça c'était aussi une demande assez forte qui permet de maintenir des paragraphes solidaires, donc de garder par exemple un titre avec le paragraphe qui le suit parce que c'est le développement du titre, ou une image avec sa légende par exemple. Les contextes, donc ça c'est quand même le gros événement qui a permis justement d'associer un objet à un document Caderite Pro et donc de le lier fortement avec le contenu de la base de données. Une autre fonctionnalité, c'est le masquage des images vides, qui est un peu plus anecdotique, mais qui permet malgré tout de faire des beaux documents lorsque, par exemple, il y a des images qui sont liées à des URL ou à des formats qui ne sont pas forcément tous supportés par 4D ou Caderite Pro, et qui permet donc d'éviter d'ignorer totalement ces images-là qui ne peuvent pas être affichées. La détection de modifications, c'est aussi un petit peu anecdotique, mais ça permet de simplifier la vie du développeur, savoir si un document a été modifié ou pas. Les formules user-friendly, ça c'était très sympa, ça permettait de remplacer une formule qui peut être parfois un petit peu indigeste pour un utilisateur par le petit symbole F, qui montre qu'à cet endroit-là, il y a une formule. Les boîtes de texte, alors je crois que c'est comme ça qu'on dit en français, ça s'appelle les text boxes, donc ils permettent de faire du texte qui flotte à l'intérieur ou par-dessus un autre texte Cateract Pro. Donc ça permet de faire par exemple, comme sur l'illustration qui est juste à côté, des cases pour les enveloppes ou des encarts à l'intérieur d'un article ou ce genre de choses. Et enfin, donc il y avait un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour les tables. Donc la possibilité de faire des sauts de page à l'intérieur d'une ligne de table lorsque cela l'impose, quand la ligne ne tient pas dans une seule page. Le saut de page peut avoir lieu à l'intérieur d'une seule ligne. C'est une propriété de vue. Les en-têtes répétées, ça c'était assez demandé aussi. Dès qu'il y a un saut de page qui apparaît, ben, automatiquement les en-têtes sont réimprimées ou réaffichées sur la page suivante. Les data sources, ben, c'est la suite logique des contextes. Ça permet d'associer une data source à une table et donc de remplir automatiquement les tables par le contenu d'une collection ou d'une entity sélection. Les lignes de sous-toto, alors je ne sais pas si c'est beaucoup utilisé en France, mais c'est en tout cas obligatoire en Allemagne. C'est une ligne qui est optionnelle et qui n'apparaît que lorsque la table ne tient pas sur une seule page, enfin, donc une seule ou plusieurs pages. Donc cette ligne-là peut être jamais apparaître si tout tient sur une page. Par contre, elle apparaît systématiquement dès qu'il y a une rupture. Et ça, c'est obligatoire en Allemagne, par exemple, où il est absolument interdit de faire une facture où le total n'apparaît que sur la dernière page. Il faut que les sous-totaux apparaissent sur chacune des pages et le total final sur la dernière.
Et enfin, l'autre fonctionnalité qui était aussi très demandée, c'est les lignes de rupture, donc de faire des tris et des groupes en fonction des types de données. Je peux avoir, je crois, c'est 5 niveaux de rupture différents, un peu à l'image de ce qu'on pouvait faire avec comment ça s'appelait, le Quick Report, avec les états rapides dans 4D. Alors avec une amélioration quand même assez importante, c'est que les ruptures, elles peuvent avoir lieu avant que les données soient affichées. Donc, on peut avoir d'abord euh, les cumuls et ensuite le détail en dessous. Donc dessus ou dessous, ou un mix des deux comme on veut. Donc voilà, ça c'était toutes les fonctionnalités qu'on avait en, avec la V19 jusqu'à l'arrivée de la V20. Et maintenant, donc, on va voir les nouvelles fonctionnalités qui sont apparues avec les releases de 4D20. Donc, je vais passer assez rapidement sur le sommaire, parce que de toute façon, on va les voir enfin, une par une. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'à chaque release de 4D, que ce soit la R2 jusqu'à la R9, ou la R8 en tout cas, il y a eu, et la R9 et la R10, il y en aura aussi, il y aura des fonctionnalités qui sont spécifiques à 4D Pro ou qui peuvent être utilisées par 4D Pro. Alors, la première, c'est la fusion des cellules à l'intérieur d'une table. Donc ça, c'est assez classique, je dirais, mais on ne l'avait pas encore dans Cadere Pro, donc maintenant c'est implémenté. Donc la fusion les cellules peuvent être fusionnées soit horizontalement, soit verticalement, soit dans les deux sens. Donc ça peut se faire soit via l'interface utilisateur. Donc il y a deux nouvelles icônes qui sont apparues dans l'onglet des tables dans l'interface et qui permettent donc de faire la fusion et le fractionnement des cellules par l'interface. Ça peut également se faire par programmation avec deux nouvelles commandes qui sont WTable Merge Cells et WTable Split Cells. Alors, ils existent en français, mais je ne les connais pas et je n'ai pas traduit, je suis désolé. Je n'ai traduit que les textes, mais je n'ai pas traduit le code. Parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup d'entre vous qui programment avec le langage en anglais. En français, ça doit être fusionner cellules et puis fractionner cellules, je pense. Mais on voudrait pas. Donc, il y a deux syntaxes possibles, hein. Soit on dit je passe la table et quelles sont les cellules que je veux fusionner, soit on passe directement à un objet de type cells. Dans 4D20 R2, il y a une grande nouveauté qui est le Table Wizard. Alors, ce Table Wizard-là, il est vraiment utilisé pour vous faciliter la vie lorsque vous voulez utiliser les tables à l'intérieur de vos modèles, de vos templates. Le Table Wizard-là, il est personnalisable à l'envie. C'est basé sur des data sources, bien sûr, mais c'est également basé sur des fichiers qu'on va un tout petit peu détailler, qui sont dans les ressources de votre base. Donc, vous pourrez définir à la fois qu'est-ce qui va pouvoir être mis à l'intérieur des tables, donc le contenu, en gros la forme et le fond. Donc, dans le contenu, vous pourrez définir s'il y a des en-têtes ou pas, s'il y a des lignes, quelles sont les colonnes, etc., les sous-totaux ou non. Et l'apparence, vous pourrez définir toutes les sortes de couleurs, la couleur des polices de caractères, d'arrière-plan, les bordures des tables, etc. Donc c'est basé ça sur des fichiers JSON qui sont à l'intérieur des ressources de votre base. Donc le dossier template va pouvoir définir un certain nombre de choses. Donc la principale, c'est la data source de la table. Qu'est-ce qui va être utilisé pour que la table se remplisse automatiquement, soit une collection, soit une entity sélection. Quelles sont les colonnes qui pourront ou non apparaître dans cette table? Est-ce qu'on met des ruptures ou pas? Est-ce qu'on fait des groupes? Quelles sont les formules qu'on peut autoriser sur les lignes de données, sur les lignes de rupture? Pareil pour le sous-total, donc la fameuse bicore dont on a parlé tout à l'heure, c'est bottom carry over row, hein, c'est la ligne qui apparaît optionnellement en bas de page lorsqu'il y a un saut de page, éventuellement les formules, ce que j'ai appelé de pied ici, hein, c'est pas vraiment un pied, c'est plutôt les lignes, là où les lignes qui sont en dessous de la dernière ligne qui est la ligne de bottom carry over row. Donc, on a aussi un autre dossier de thèmes qui permet de définir quelles sont les polices qu'on va utiliser, les alignements, les marges, les couleurs à nouveau, les bordures, les en-têtes, les données, etc. Donc là, dans cet exemple-là, dans le dossier thème, j'ai juste un élément qui s'appelle mytheme.json, sachant que KD fournit, par défaut, je crois que c'est 9 thèmes différents.
de couleurs différentes avec des fontes différentes, des apparences vraiment très très distinctes les unes des autres, auxquelles vous pouvez ajouter vos propres thèmes. Et enfin, il y a un dossier qui s'appelle Translation, qui permet de rendre les tables beaucoup plus user-friendly, parce que ça permet d'une part de définir le nom, de traduire les noms des tables pour la langue de l'utilisateur, mais pas uniquement, ça sert aussi pour la lisibilité. Par exemple, si vous avez un champ qui s'appelle code postal, eh ben, l'utilisateur sera beaucoup plus content de le voir écrit en deux mots avec un C majuscule à code, un espace entre code et postal. Et ça sert aussi à filtrer. C'est-à-dire que lorsque vous définissez une table, vous n'avez pas forcément envie que tous les champs de vos tables soient visibles. Donc c'est basé sur la traduction. En gros, tout ce que vous ne traduirez pas ne sera pas affiché. Alors je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les commandes qui s'appelaient set table names et set field names, mais c'est exact et qui servaient justement à définir ce qui apparaissait dans les dialogues de recherche ou les dialogues de tri de KD, mais c'est exactement basé sur le même principe. Dès l'instant qu'une table n'a pas été traduite ou qu'un champ n'a pas été traduit, eh ben, il n'apparaît pas. Donc ça permet de masquer les colonnes, les trucs un petit peu stratégiques, je sais pas, les salaires, le numéro de sécurité sociale, et puis toutes les choses qui servent uniquement à la base de données, comme les identifiants et ce genre de choses. Voilà. Donc qu'est-ce que ça donne? Ben voilà, donc on a un dialogue qui est nouveau et qui apparaît. Vous voyez sur la gauche les colonnes qui sont possibles à afficher dans la table. Donc, c'est ceux qui sont définis dans un des fichiers JSON, qui définit le contenu. Ensuite, en haut, il y a un certain nombre de templates et un certain nombre de thèmes. Donc, le vôtre, donc là, c'est My Theme, c'est celui que j'ai choisi, mais qui est aussi, qui peut être aussi un des thèmes proposés par défaut par 4D. Ensuite, vous pouvez définir combien vous voulez de lignes d'en-tête, que vous voulez des breaks au-dessus ou en dessous des data rows, une ligne de carry over row ou pas, donc la fameuse bicore là de tout à l'heure. Et est-ce que vous voulez des lignes en dessous de tout ça? Ensuite, il y a une autre option qu'on verra tout à l'heure. Si la data source est empty et vide, qu'est-ce qu'on fait? On en reparlera tout à l'heure de cette option-là, parce qu'elle est nouvelle aussi. Et enfin, vous pouvez afficher soit les formules, soit les données pour pouvoir vérifier avant de valider à quoi ressemble votre, votre table. Donc là, il y a quelques exemples qui sont donnés, hein. Un exemple vert, sans break, sans rien, très simple. La possibilité de d'insérer ou pas des formules à l'intérieur, soit du corps, soit des lignes de break, soit du bicorps. Donc ça, c'est en fonction de ce que vous avez défini vous-même à l'intérieur de votre fichier JSON. Voilà. Donc, et après, vous pouvez insérer tout ça dans votre table. Voilà. Donc ça, le wizard, c'est quelque chose qui était pas mal demandé, qui est assez pratique pour générer des tables, sans avoir à vraiment cliquer partout et passer 2 heures. C'est vraiment une aide qui va vous faire gagner vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Donc, on va passer maintenant à une nouvelle possibilité d'export, c'est le format PDF-A, donc qui est arrivé avec KD20 R3. Donc, juste quelques petits rappels ou quelques petites précisions. Le PDF-A, c'est un PDF. C'est une variante, mais ça reste un PDF. Ces PDF-là sont utilisés essentiellement dans un but d'archivage. Je soupçonne que le A signifie archive. Et deux variantes d'export sont disponibles, un PDF A2 et A3. Le A1 est obsolète, je crois qu'il est plus utilisé. Alors, faire des choses obsolètes pour des choses d'archives, ça m'a toujours un petit peu surpris, mais a priori, le A1 n'existe plus. C'est que le A2 et le A3. Je pense qu'il est supporté, mais plus utilisé, quoi, enfin. Alors, les factures électroniques, on va en parler un peu plus tard. C'est basé sur des PDFA, mais c'est pas parce que c'est un PDFA que c'est une facture électronique. Le PDFA, c'est vraiment pour l'archivage. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y a des articles qui sont très très bien documentés là-dessus sur Wikipédia et ailleurs. Donc, nous, au niveau de 4D, ce qu'on a fait, c'est que dans l'interface d'export, eh ben, lorsque l'on veut faire du PDFA, il suffit de le préciser dans le dialogue d'export PDF. On veut générer du PDFA, donc avec l'option A2 ou A3. Donc, les PDFA sont généralement, juste pour info, un peu plus gros que les PDF tout court parce qu'ils embarquent davantage de choses, hein, notamment les polices et ce genre de choses. Voilà. J'ai pas trop on va pas s'étendre là-dessus, mais c'est généralement un peu plus gourmand.
Donc au niveau du langage, au niveau de l'export, c'est une nouvelle option d'export, hein. On peut définir le PDF version, donc soit PDF A2, soit PDF A3. Voilà, c'est aussi simple que cela. Alors, voilà une nouvelle fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est les formules nommées. Donc déjà en V19, on avait la possibilité de masquer les formules et de les remplacer par un petit f pour que ce soit moins indigeste pour les utilisateurs finaux. Là, on a été un petit peu plus loin. On peut afficher les formules maintenant comme valeur, ou comme formule, ou comme nom. Et c'est ça qui est nouveau. Donc, on a des formules, ce que j'appelle moi les formules améliorées. Donc, dans le langage, dans le code classique, qui marche toujours, hein, lorsque vous insérez une formule, vous utilisez la commande WP insert formula. Et avec cette formule-là, vous insérez votre formule. Il manque un dollar devant le formula, là, mais vous l'avez bien compris. Soit le nouveau code permet de faire ça, vous créez un objet, et dans cet objet-là, vous créez un attribut qui s'appelle point .formula, dans laquelle vous mettez votre formule, exactement comme avant, et vous mettez un point name qui sera le nom qui va apparaître dans le formulaire. Et vous insérez votre formule exactement de la même façon avec la même syntaxe. Sauf que dans un cas, vous insérez une formule, dans l'autre cas, vous insérez un objet qui contient à la fois la formule et le nom de la formule. Et là, la magie opère. Donc, l'affichage standard, c'est ce qu'il y avait à gauche, hein. On avait this.data.company.name, etc., avec une adresse qui était très longue, avec une formule compliquée à lire en dessous. Et maintenant, à gauche, on a company name, qui est le nom que vous avez donné à la formule this.data.company.name, etc. Donc, c'est beaucoup plus lisible. C'est beaucoup plus WYSIWYG aussi. Donc, what you see is what you get. Et malgré tout, si vous êtes développeur ou concepteur de templates, vous avez quand même la possibilité de voir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. En maintenant la touche commande si vous êtes sur Mac ou contrôle si vous êtes sur Windows enfoncé. Et à ce moment-là, la formule réelle apparaîtra sous forme de tips. Donc c'est vraiment une fonctionnalité qui est très user-friendly et qui permet d'avoir des documents qui sont beaucoup plus lisibles par les utilisateurs finaux. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime bien tout ce qui est user-friendly. Les factures X, les e-invoice, les Zogiferb, c'est la même chose. Donc, on va en parler maintenant. C'est apparu en R4. Donc, on avait déjà un peu mâché le travail avec la notion de PDF A3 dans les releases précédentes. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a rajouté en R4? Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une facture électronique? C'est un PDF de type A3. J'aurais peut-être dû le préciser, en fait. Un PDF A2, c'est juste un PDF d'archive. Un PDF A3, c'est un PDF d'archive aussi, mais qui en plus peut contenir des pièces jointes. De la même façon qu'on peut avoir des pièces jointes à l'intérieur d'un mail, on peut avoir des pièces jointes à l'intérieur d'un PDF. Donc là, pour faire une facture électronique, la pièce jointe doit être de type XML. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, je viens de le dire, c'est un PDF avec une A3 avec un XML. Le XML, c'est pas n'importe quoi qu'on met dedans quand même, hein. Ça doit correspondre à un profil standard. Donc, il y en a quelques-uns. Les plus connus, c'est le Basic, Basic WL. WL, c'est with lines, je crois. Le N16931, Extended, etc. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Caderite Pro va pas générer le XML pour vous. C'est à vous de le faire. Par contre, après, il vous donnera la possibilité de l'intégrer. Et ce qu'il faut mettre à l'intérieur du XML, c'est à vous aussi de l'étudier. Mais on a fait quand même des exemples. On a fait un How do I qui permet d'en construire un et qui est basé sur le standard Basic WL, qui est pas si basique que ça, hein. Il faut pas se fier à son nom, il est quand même assez complexe. Et donc ensuite, Cadet Pro, qu'est-ce qu'il inclut dans le document PDF? Eh ben, soit le fichier XML, soit un arbre DOM. Donc ça, c'est assez pratique parce que plutôt que de devoir insérer un fichier qui serait présent sur le disque, vous pouvez directement, lorsque vous construisez votre arbre XML en mémoire, directement le passer, ce qui évite de passer par un intermédiaire inutile, par un fichier physique sur le disque, quoi. Et ensuite, ce qui manque, ce que Cadet Pro fait aussi, c'est qu'il permet d'ajouter les infos qui sont obligatoires et qui relie donc ce fichier XML là à la facture elle-même. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, il y a des nouveaux attributs qui ont été créés pour les options lorsque vous voulez faire des factures électroniques. Il y a le point profile, il y a le point version, qui sont des zones de texte, et il y a également un point files, qui est une collection d'objets.
Et l'intérieur de cet objet-là, l'option en question doit contenir le profil que vous utilisez, la version du profil, le nom du fichier XML qui apparaîtra lorsque on va extraire le fichier XML du PDF A, sa description, son MIME type, etc. Et ensuite un point info qui contient alors soit un point file pardon qui contient directement un XML file si votre fichier XML est sur votre disque, ou un point data qui contient votre arbre DOM qui est en mémoire. Donc si vous faites des boucles et des choses comme ça, que vous faites tout en mémoire, alors vous utiliserez systématiquement l'arbre DOM. Et donc à l'intérieur de ce point files, là vous mettez une collection contenant ce file info. Donc j'ai rajouté par la suite que plusieurs fichiers peuvent être mis à l'intérieur d'un PDF A3, hein, mais lorsque c'est une facture électronique, le XML doit être le premier. Donc c'est tout ce qu'il faut savoir. Après, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un bon de commande, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Un document Word, peu importe. Mais en tout cas, le XML doit être en premier et c'est lui qui va définir la facture électronique. Et ensuite, vous utilisez simplement la commande habituelle, W export document, avec ces nouvelles options. Voilà. Donc, j'en dis pas plus, hein. C'est le cas pour absolument toutes les fonctionnalités. Il y a systématiquement un blog. Et le blog référence aussi systématiquement une base How do I qui vous montre comment le faire. Et là, je pense que c'est une des plus complexes qu'on ait jamais faites parce que le XML en question, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, ça doit être, je sais pas, la communauté européenne, les gens qui sont très très compétents en facturation, qui ont défini le contenu du fichier XML. Et donc, il faut le remplir correctement pour que ça marche. Et il y a une notion de validation aussi qui sont décrites dans le blog et dans le fichier, la base How do I. Donc, on va parler d'un autre sujet maintenant, c'est la limite des tables. Donc, on peut avoir des très grandes tables maintenant dans le cadre des RAID Pro. Jusqu'à la 20 R4, le nombre de lignes d'une table était limité à 1000 et le nombre de colonnes était limité à 100. Maintenant que les tables peuvent être alimentées directement et automatiquement, soit par des collections, soit par des entités sélection, bah, ce nombre de 1000 là, les gens et les utilisateurs, les développeurs ou les utilisateurs finaux l'ont atteint. Et donc, on a décidé de le modifier, de faire sauter cette limite. Maintenant, le nombre de lignes est absolument infini. Donc ça pourra... Alors, infini, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Je pense que ça doit être 4 milliards, j'imagine. Ça va être un long int. Et le nombre maximum, pareil, de colonnes peut être infini. Ça, à mon avis, vous en aurez moins besoin, mais c'est surtout le nombre de lignes qui n'est plus limité. Alors, attention quand même, parce que qui dit grand pouvoir dit grande responsabilité. On vous conseille plus que jamais d'utiliser des modèles, donc des templates, d'utiliser des formules et des tables à l'intérieur de ces modèles. Il ne s'agit pas de les mettre à la main une à une, d'insérer des lignes à l'intérieur de vos tables. Il faut qu'il y ait une data source. C'est quand même ça qu'il faut. C'est la bonne pratique. Ensuite, pour tester vos modèles, eh ben, vous les utilisez mieux les tester avec un jeu de données qui est réduit, disons avec 100 ou 200 lignes, ça suffit largement généralement pour tester un modèle. Parce que si vous devez redimensionner des colonnes ou en ajouter ou faire des choses comme ça, sur une table qui contient 100 000 lignes, vous risquez de figer l'interface, hein. Donc faites attention à ça. Donc encore une fois, grande responsabilité, plutôt grand pouvoir, grande responsabilité. Et ensuite, une fois que votre modèle est au point, eh ben dans ce cas-là, vous pouvez l'utiliser et vous mettez vos données à l'intérieur et vous imprimez, vous exportez vos documents, si possible, dans des workers séparés. Bon, ben, ça, vous avez, je pense, l'habitude de ça, mais ça fait partie des choses qu'il est parfois pas inutile de rappeler. Alors, celui-là, je l'aime bien parce qu'il est assez graphique et c'est aussi, à mon avis, quelque chose qui était pas mal demandé, c'est la nouvelle gestion des images ancrées. Alors, qu'est-ce qu'une image ancrée? Ben, c'est une image autour de laquelle va pouvoir storer le texte. En fait, c'est pas l'image qui a évolué, c'est plutôt le texte qui est autour. C'est-à-dire que jusqu'à présent, une image qui était ancrée, elle pouvait être soit devant, soit derrière le texte, et puis c'est tout. Si on voulait pas qu'il y ait du texte dessus, ben, il fallait jouer avec les marges droite, gauche ou les deux à la fois. C'était assez compliqué.
Maintenant, une image qui est ancrée, ben, elle peut avoir du texte dessus et dessous, soit juste à gauche, soit juste à droite, soit du côté le plus large, soit sur tous les côtés, comme sur la petite illustration qui est sur la droite. Ce qui vaut pour les images, ça vaut aussi pour les text box. Donc c'est exactement la même façon de procéder. Une text box peut avoir du texte dessus, dessous, à droite, à gauche, du côté le plus large, etc. Ou être entouré complètement de texte, ce qui est très pratique si vous voulez faire des encarts ou ce genre de choses, si vous faites des articles, vous préparez des articles avec KDE Writeproof. Donc là, je pense qu'on va se prendre une petite démo, ça va nous détendre un petit peu. Et je vais ouvrir KDE. Donc c'est un Outwine qui est disponible sur GitHub comme tous les Outwine. Donc il s'appelle Text Wrapping parce qu'encore une fois, il s'agit bien des images et des text box, mais c'est surtout le texte qui peut s'enrouler autour des images. Donc l'interface a évolué. Avant, il y avait que ces deux icônes là qui étaient enfin ces trois icônes là qui existaient. Donc il y en a cinq nouvelles qui sont arrivées, donc avec le texte dessus dessous, que à droite, que à gauche, du côté le plus large ou pardon, du côté le plus large ou des deux côtés. Donc ça marche comment? Bah, dans la démo ici, j'ai un texte avec des images. Donc déjà l'image, bah, je peux la bouger comme je veux. Le texte continue à s'enrouler autour. Je peux l'agrandir. Automatiquement, le texte en tient compte. Donc, je vais la remettre avec une taille un peu plus raisonnable et je vais vous montrer les options possibles. Alors, surtout, je vais vous montrer comment le faire. C'est-à-dire que ici, on a la possibilité. Avant, on avait ça. Elle était soit devant, soit derrière. Et là, pas de modification du texte. Maintenant, on peut avoir le texte dessus-dessous. Et qu'automatiquement, bah, l'image, elle va être toute seule sur sa ligne, mais vous la mettrez où vous voulez. Soit avec du texte que à droite, que à gauche, pardon, que à droite, ou du côté le plus large. En fonction de la position de l'image, le texte va basculer à droite ou à gauche. Ou, c'est l'option la plus utilisée sans doute, c'est du texte qui varie des deux côtés. Ça roule des deux côtés. Alors, ce qui est magique, c'est que quel que soit le nombre de colonnes, par exemple, si j'ai deux colonnes dans mon texte, ben, ça continue de fonctionner. Donc, je peux très bien avoir ici mon texte mon image qui passe d'un bord à l'autre et le texte qui continue à s'enrouler. Évidemment, vous pouvez définir les marges, etc. autour de l'image. Tous ces attributs-là sont également disponibles. Donc remarquez hein, la fluidité de la chose, c'est assez sympa. Donc ça marche à l'intérieur du body, mais là il y a un header. Pareil, dans le header, vous pouvez aussi avoir une image. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que le header peut même déborder sur le texte. Ça fonctionne. Et ce qui est vrai pour le header, c'est également vrai pour le footer ici, où j'ai une image qui peut également être déplacée à l'intérieur du pied. J'ai dit header, c'est en tête, pardon, excusez-moi pour les anglicismes, enfin plutôt pour l'anglais à l'intérieur du français. Des formations professionnelles. Voilà, donc ça, c'est des actions standards. Vous n'avez absolument rien à programmer là-dessus. Dès qu'une image est sélectionnée, ça s'active. Dès que autre chose est sélectionnée, ça se désactive. Ça vaut également pour les zones de texte. Donc, je remets mon image ici dans le coin là où elle était tout à l'heure. Et j'ai une zone de texte ici que je peux bouger de la même façon. Pareil, avec des actions standards ici qui s'activent toutes seules lorsque la zone de texte est activée, qui se désactive lorsque la zone de texte est désactivée. On peut faire la même chose par code, évidemment, hein. Si je prends mon image ici, je peux dire que ben voilà, elle va être dans un carré, alors je vais être un peu plus au milieu pour qu'on voit ce qui se passe, que à gauche, que à droite, du côté le plus large, en carré, etc. Et le code est excessivement simple, hein. Je vais juste vous montrer le code du premier. Si je veux square, par exemple, donc j'ai un nouvel attribut qui s'appelle Anchor Layout et avec des nouveaux modes. Donc là, le mode c'est Square Text Wrap Square. Alors juste pour le fun, ça je l'avais fait pour tester, mais je l'ai laissé parce que je trouvais ça rigolo, c'est qu'on peut faire des animations comme ça en direct. Ça c'est juste du code hein, qui tourne en boucle pour bouger les images à droite à gauche, pour les faire se déplacer. Donc c'est juste pour vous montrer la fluidité, quoi. C'est quelque chose qui va vraiment excessivement vite. Moi j'ai pas un Mac extrêmement puissant, hein. Le Mac sur lequel je travaille là c'est un M1 de la toute première génération, mais ça marche vraiment de façon très très simple et très rapide. L'export en docx, en PDF, en SVG, ça fonctionne aussi de la même façon, hein. Si je l'exporte en PDF, ça fonctionne avec les images comme il faut, quoi.
Bon, je vous passe les autres exports. Ça fonctionne. Alors, le HTML, c'est un petit peu adapté, évidemment, parce que le HTML n'a pas toutes ces possibilités-là de mise en page. Donc, généralement, les images sont mises soit complètement à droite, soit complètement à gauche, mais au plus proche possible de là où elles étaient à l'intérieur du document Caderet Pro. Voilà, donc je vais quitter cette démo et je vais revenir sur les slides. Donc voilà, c'est la gestion des images ancrées. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'adore cette feature. Fonctionnalité, pardon. Donc une autre fonctionnalité, c'est le format de page et d'export. Alors c'est pas une grosse fonctionnalité, mais elle est quand même assez sympa. Vous allez voir ce que ça fait. Donc aujourd'hui, enfin, on a créé un nouvel attribut spécifique qui s'appelle WK Page Size et qui est ce que nous on appelle en interne un attribut abstrait. Alors peut-être que le nom apparaît quelque part dans la doc, mais c'est pas le seul. D'attributs abstraits. C'est un attribut qui permet de fixer plusieurs attributs à la fois. Lorsque vous passez l'attribut page size et que vous passez donc ce qui est nouveau A3, A4 ou n'importe quel format comme ça, vous fixez à la fois la largeur et la hauteur de votre document. La petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a les formats ISO qui sont supportés, donc comme A3, A4 légal, etc. Plus éventuellement toutes les tailles que vous avez personnalisées à l'intérieur de vos imprimantes qui sont disponibles avec cette fonction-là. Donc ça apparaît au niveau de l'interface. Donc par exemple dans la partie 1, ici, on a tous les formats qui sont disponibles d'une manière standard dans votre imprimante. Alors l'image est tronquée, hein. Il y en a plus en haut, bien sûr, il y a 4, letter, etc. La partie 2, ce sont les formats personnalisés que vous avez définis dans l'imprimante courante. Et dans la partie 3, ben, c'est tous les formats ISO qui ne sont pas déjà répertoriés dans la partie 1 ou dans la partie 2. Donc c'est pratique si vous voulez faire des exports, par exemple, vous voulez faire un export en tabloïd US, mais votre imprimante ne le fait pas. Ce format-là n'a pas non plus été défini comme format personnalisé dans votre imprimante. Ben, vous l'avez sous format ISO. Donc au niveau du code, hein, ça simplifie un peu la chose. Plutôt que de définir page width et page height, eh bien, vous pouvez directement venir définir WK page size legal. Voilà, alors c'est fini pour cette feature-là. Donc, une nouvelle feature, c'est cette fonctionnalité, pardon, qui définit qu'est-ce qu'on va faire avec des tables qui ont une data source vide. Donc, on a vu qu'une table pouvait être remplie automatiquement avec une data source qui peut être soit une collection, soit une entity sélection. Mais si vous faites des boucles et que vous changez la data source et le contexte de vos documents, il peut arriver que dans certains cas, une ou l'autre des tables de vos documents bah, soit vide, quoi, tout simplement, qu'il n'y ait rien à afficher dedans. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Donc aujourd'hui, ce qui se passe, eh ben, c'est que généralement, dans la ligne de data, il y a une erreur qui s'affiche, qui est propre, qui est gérée par KD, mais qui montre quand même une erreur. Donc, on s'est dit que c'est quand même pas très sympa cette option-là. Il faudrait pouvoir gérer ce qui se passe quand la data source d'une table est vide. Donc, bah, il y a quatre possibilités. Bah, la première, c'est ne rien faire. Donc, ça, c'est l'option de compatibilité, on va dire. Ça fait comme aujourd'hui, ça ne fait rien. L'autre possibilité, c'est masquer le data row. Donc, la ligne qui aurait dû contenir les entités ou les items de la collection bah, n'est pas affichée, tout simplement. Mais par contre, restent les en-têtes, éventuellement, toutes les lignes qui suivent le data row. La troisième possibilité, c'est d'utiliser un placeholder, on appelle un placeholder à la place du data row. Donc, vous avez créé une ligne supplémentaire dans votre modèle qui sera utilisée à la place du data row lorsque la data source sera vide. Et la dernière possibilité, qui est la plus drastique, ben, il n'y a rien dans la table, ben, on n'affiche pas la table, tout simplement. Elle est complètement ignorée, elle n'est pas du tout rendue. Alors, au niveau de l'interface, comment ça se passe? Ben, voilà, il y a un nouvel élément dans le menu table, c'est Empty Data Source Display. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait Show Data Row, c'est-à-dire on prend les quatre éléments que je viens de vous expliquer, hein. Et là, ce que je voulais vous montrer, donc, c'est lorsque l'on décide d'afficher un placeholder à la place de la ligne de data, eh ben, il y a une ligne D' qui s'affiche et qui va s'afficher à la place de la ligne D lorsque la data source de la table sera vide.
Bon, ça c'est un exemple qui est assez moche, évidemment, comme on peut fusionner les cellules maintenant, vous ferez quelque chose de joli, j'en suis sûr, mais c'est juste pour vous montrer le principe. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est assez chouette quand même. Et au niveau de la programmation, bah, c'est de la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on a un attribut de table qui est empty data source, qui par défaut, donc si vous ne précisez rien, bah, ça fera le WK show data row, mais si vous pouvez aussi faire les options hide table ou show placeholder à la place. Voilà, donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité qui est assez pratique, qui vous évite de la programmation et qui permet de masquer les tables ou les rows à votre place automatiquement. Donc, on va passer à une autre fonctionnalité qui est l'extraction des pièces jointes. Donc, on a vu que dans les PDF A3, on pouvait ajouter des pièces jointes. Alors, ça, c'est une fonctionnalité qui n'est pas vraiment liée à KDWrite Pro. Mais comme on a mis les documents dans les PDF A3 avec KDWrite Pro, dans cette présentation, je vous dis comment les extraire aussi. Donc, c'est pas lié à KDWrite Pro. Vous pouvez utiliser ça avec n'importe quoi. Vous récupérez un PDF qui vient de l'extérieur et vous pourrez récupérer toutes les pièces jointes qui sont à l'intérieur. Donc, c'est basé sur un composant open source KDQPDF et qui est disponible sur GitHub. Alors, ce composant-là, en fait, il n'a qu'une seule méthode à laquelle vous passez un KDFile et qui récupère une collection de pièces jointes. Dans chaque objet de cette pièce jointe, vous avez le nom, l'extension, le nom, le full name, le type MIME, la taille, savoir si ça a marché ou pas, et le contenu. Éventuellement, d'autres, ça c'est pas systématique. Vous pouvez aussi avoir la date de création, la date de modification, éventuellement une checksum aussi. Voilà. Et à partir de ça, ben, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez recréer soit des fichiers, soit des images en mémoire, enfin, ce que vous voulez en fonction de ce qu'il y a dans le MIME type, etc. Donc voilà, donc encore une fois, c'est un composant qui est disponible sur GitHub. Bon, ça n'a rien à voir avec KDWrite Pro, ça a un peu à voir avec KDWrite Pro, mais ça peut être encore une fois utilisé ailleurs. Retour sur KDWrite Pro. Donc là, avec la 20 R7, on a grandement amélioré la gestion des sections et sous-sections, parce que là, on est bien obligé d'admettre qu'il y avait quand même quelques manques qui nous ont été signalés plusieurs fois. Donc, on s'est attaqué au problème et on espère que ces solutions-là vous conviendront. Donc, la première chose, c'est qu'on a 4 commandes qui sont soit nouvelles, soit améliorées. La première, c'est delete section. La seconde, qui est une nouvelle commande, delete subsection, reset section et reset subsection attributes. Donc les 3 suivantes, ce sont des commandes qui ont été améliorées et on va voir comment. Donc commençons par la nouvelle commande qui est delete section. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on fait un delete section? Eh ben, il faut savoir que la section complète est supprimée ainsi que son contenu. Donc la partie du corps qui faisait partie de cette section-là est supprimée, le haut et les entêtes sont supprimés, ainsi que les pieds, les images ancrées et les boîtes de texte ancrées. Et éventuellement, les sous-sections de la section s'il y en a. Donc juste une petite précision, un document a toujours une section, c'est obligé. Il peut y en avoir qu'une seule. Et par contre, s'il n'y a qu'une seule document, une seule section dans le document, là, le delete section ne marchera pas. Il faut évidemment que il en reste une fois qu'on a fait la suppression. Sinon, on fait un WP new, hein, si on veut plus du tout si on veut un document vierge. Donc voilà ce qui se passe, hein. La commande est très simple, elle fait simplissime au niveau de la syntaxe. On dit voilà, je veux supprimer la section 2 de mon document. Automatiquement, la section 2 est supprimée et ça fait exactement ce qu'on souhaite. La 3 reste telle quelle et la 4 reste telle quelle. On peut également supprimer plusieurs sections à la fois, c'est-à-dire que moi là je veux supprimer à partir de la section 2, je veux supprimer 2 sections. Donc ça supprime la 2 et la 3 et ça se désempile. Alors, ceux qui ont essayé de supprimer la dernière section d'un document, souvent se sont rendus compte que c'était vraiment excessivement délicat à faire. Même avec la notion des breaks et des choses comme ça, c'était quasiment impossible, ou très pénible en tout cas. Alors qu'avec Delete Section, ça devient vraiment un jeu d'enfant. L'autre commande qui a été modifiée, c'est Delete Subsection. Donc, elle a été améliorée. Alors, en quoi est-ce qu'elle a été améliorée? Lorsque vous faites un Delete Subsection maintenant, tout le contenu des sous-sections est supprimé. C'est-à-dire que ça va supprimer les entêtes spécifiques à la sous-section, les pieds, les images ancrées et les boîtes de texte ancrées. Avant, ça se voyait pas, mais en fait, c'était pas supprimé. Les entêtes et les pieds restaient là. Si jamais vous recréiez
la sous-section, bah, vous voyez réapparaître les en-têtes, les pieds, les images ancrées à la sous-section, etc. Bon, c'était transparent, c'était pas, c'est limite bug, hein, je sais pas trop comment qualifier ça. Ça pouvait être pratique si on supprime et on recrée, mais c'est pas généralement ce qu'on fait, hein. Quand on supprime, on supprime. Donc là, maintenant, tout est propre et on supprime vraiment tout ce qui est lié à la sous-section, ce qui fait que ça fait des documents qui sont plus légers lorsqu'on supprime une sous-section. On risquait un peu autrefois de un peu laisser des traces derrière nous, quoi. Ce qui n'était pas très propre. Les autres commandes qui ont été modifiées, ça c'est beaucoup plus intéressant et peut-être un peu plus subtil à maîtriser. Donc on va passer un petit peu plus de temps là-dessus pour bien comprendre, que ce soit tout à fait clair pour tout le monde. Donc la commande améliorée, c'est reset attributes. Donc la commande reset attribute, d'une manière générale, on donne la cible, on dit je veux faire un reset des attributs de telle partie de mon document et les attributs que je veux supprimer sont celui-ci, celui-ci, celui-ci. On devait les nommer. En ce qui concerne les sections et les sous-sections, ce n'est plus la peine de dire quels attributs on veut supprimer. Par défaut, si vous ne spécifiez pas les attributs, tous les attributs seront supprimés. C'est pas très grave parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans les sections et les sous-sections, il y a une notion d'héritage qui rentre en ligne de compte. Et avant de parler de ça, la commande s'appelle reset attribute. Ça veut dire set à nouveau. Ça veut dire que, en général, un reset attribute remet un attribut qui est la valeur par défaut de l'attribut qu'on a supprimé. Alors, c'est un petit peu complexe à comprendre, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que le reset, ça remet la valeur par défaut. Dans le cas des sections et des sous-sections, c'est pas un reset attribute. C'est vraiment un remove attribute. D'ailleurs, on a failli faire deux nouvelles commandes. On s'est dit, bon, c'est peut-être pas la peine non plus de multiplier les commandes à l'envi, on va laisser le reset, mais on précisera bien dans la doc et on expliquera bien que quand on fait un reset attribute pour les sections et pour et les sous-sections, ça les supprime. Ça veut dire qu'une fois que c'est supprimé, ben, l'héritage rentre en compte, ce qui fait que les attributs de sous-section sont hérités de la section et les attributs de section sont hérités du document. Donc, une petite image, ça vaut peut-être mieux qu'un long discours. Donc ici, j'ai un document avec trois sections, section 1, section 2, section 3. Si je fais un reset des attributs de la section 1, eh ben, on voit qu'elle perd son fond bleu. La section 2, qui avait trois colonnes et qui était en mode paysage, revient en mode portrait avec une seule colonne. Et la section 3, qui avait des marges très larges et puis un encadrement rouge, eh ben, elle perd tout ça. Et tout ça, maintenant, ça redevient les propriétés du document. Donc, toutes les sections ont perdu leurs attributs et héritent à nouveau des attributs du document. C'est exactement la même chose quand il s'agit de sous-section. Donc là, une seule section dans mon document. Par contre, j'ai une page 1 qui est différente des autres. Alors, les sous-sections, hein, pour rappel, c'est distinct page 1, distinct first page, et les pages de droite et les pages de gauche. Donc là, on voit bien que j'ai une première page qui est verte, et puis les pages droite-gauche qui sont alternées en couleur, etc. Donc lorsque je fais un reset attribute de la first page, ben, elle redevient blanche, hein, donc elle reprend les attributs de la section, et c'est pareil pour le page de droite et page de gauche. Donc là maintenant, toutes les premières pages et les pages droite et gauche sont identiques euh, au, à la sous-section à laquelle elles appartiennent. Voilà, donc ça supprime vraiment les attributs, c'est beaucoup plus simple pour repartir de zéro. Donc ça peut être intéressant euh, parce qu'il faut savoir que le comportement, par défaut, je fais une petite parenthèse, mais lorsqu'on fait un saut de section, par défaut, la nouvelle section qui est créée à la suite de la section qui la précède, donc, reprend tous les attributs de la section qui la précède. Si vous aviez créé une section avec deux colonnes, un fond bleu, et puis, je sais pas, des marges rouges, si vous faites un saut de section, la nouvelle section aura exactement les mêmes caractéristiques que la section qui la précède. Et c'est pas du tout ce que vous voulez. Vous voulez repartir de zéro. Dans ce cas-là, vous ferez un reset attribute de la section 2, et à ce moment-là, elle redeviendra comme le document. Donc ça peut être pratique pour repartir de zéro lorsqu'on fait un saut de section. Voilà, je ferme la parenthèse, c'était souvent le... Mais ça, ce comportement-là, c'est un comportement classique. Un Word fait exactement de la même façon. Lorsqu'on fait un saut de section, la section qui vient d'être créée a exactement les mêmes caractéristiques que la section qui la précède.
Donc l'interface utilisateur a été modifiée aussi, donc on peut faire des resets de sections et sous-sections, des pages de droite et pages de gauche lorsqu'il s'agit de sous-sections, ou page droite et gauche à la fois. Bon, ça je l'ai fait par programmation, hein, c'est tout simple. Plutôt que de devoir cliquer sur left, puis sur right, j'ai fait left and right. Voilà, ça gagne un clic. Voilà pour cette fonctionnalité. C'est très pratique, ça fait gagner beaucoup de temps, ça permet aussi de gagner en puissance. Alors un autre sujet, c'est la signature des documents. Alors de la même façon que l'extraction des PDF, la signature des documents, c'est pas lié aux documents KDWrite Pro exclusivement, mais ça nous a été demandé pour des documents KDWrite Pro, donc on a fait un exemple avec KDWrite Pro. C'est basé sur la classe KD CryptoKey, donc si vous la connaissez pas, bah, ça va être l'occasion de la découvrir. Euh, il y a un exemple aussi qui va suivre hein, de toute façon et qui est, je le répète à nouveau, il y a à nouveau un blog et une base Outwhy pour faire ça. Donc juste pour remettre dans le contexte, quand est-ce qu'on a besoin de faire ça et pourquoi? Bah, en gros, c'est quand les documents sont sauvegardés ou transitent à l'extérieur du KD Data. Quand ils sont dans le KD Data, vous n'avez pas besoin de les crypter. Vous pouvez faire confiance à KD, ils sont au chaud et ils sont sûrs. Par contre, lorsqu'ils sont sauvegardés sur un serveur extérieur ou qui viennent de l'extérieur parce que vous discutez avec des collègues et que vous échangez des documents, dans ce cas-là, vous voulez avoir la garantie que vos documents n'ont pas été modifiés ni localement ni pendant l'échange, quoi. Donc, cette façon de faire est super simple avec des documents de type .kwp, mais c'est possible également avec d'autres formats. Alors, on va voir pourquoi c'est simple avec des WP et pourquoi ça l'est un tout petit peu moins avec d'autres types de formats. Donc, je reviens rapidement sur les principes de sauvegarde, hein. Lorsqu'on veut faire de la signature, bah, il faut en général générer une paire de clés, une privée, une publique. La clé privée, vous la mettez dans un coffre. Et surtout, vous êtes sûr de vous vous arrangez pour pas la perdre et qu'elle soit jamais modifiée. Donc ça, pour un le KD Data, c'est l'endroit idéal, je pense. Ensuite, vous créez une signature avec ce que vous voulez, mais l'algo SHA-512 est sans doute le meilleur actuellement, un des meilleurs actuellement. Ça, vous le faites à partir de la clé privée. Et la signature, bien sûr, elle est basée sur le contenu global de votre document. Ensuite, vous enregistrez votre document au format .kwp et la clé que vous avez générée, vous la rajoutez physiquement à la fin de votre document. Alors, qu'est-ce que ça donne, hein? Si moi j'ai regardé quand même, c'est que c'est une poignée d'octets. La clé, c'est quelque chose comme une centaine ou 200 octets. Donc là, j'avais un document qui faisait 22K, il fait toujours 22K, hein, il y a juste 300 octets de plus, quoi. Voilà, donc c'est presque rien, ça va pas changer la face du monde. Et à la suite, qu'est-ce qui se passe? Ben, lorsque vous faites une relecture de document, ben, vous regardez s'il y a une signature à la fin du document. S'il n'y a pas de signature, ben, je ne sais pas, peut-être qu'il n'a jamais été signé ce document, c'est peut-être pas un problème, mais il faut peut-être avertir les utilisateurs. Dans le cas contraire, s'il y a une signature, ben, il faut la charger. Et à l'aide de CryptoKey, vous générez une nouvelle signature, toujours basée sur le contenu du document avec la clé publique, et vous comparez les deux, hein. Donc si les deux signatures sont identiques, ben, tout va bien, vous pouvez ouvrir le document. Donc j'ai fait un petit algo, hein. Il y a une signature, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, ça c'est à vous de décider, hein. Soit vous faites une simple alerte, soit vous dites ah hop, il n'y a pas de signature, je n'en veux pas. S'il y a une signature, bah, vous la vérifiez. Si elle est bonne, c'est OK. Si elle n'est pas bonne, c'est forcément il y a une erreur. Donc le principe est simplissime. Donc c'est pas du tout compliqué. Donc si c'est OK, qu'est-ce qui se passe? Bah, si c'est un document KDWrite Pro, en fait c'est là où je dis que c'est super simple. C'est même pas la peine de la retirer la signature. Elle a été rajoutée à la fin du document. La commande WP import document, il saura où s'arrêter. Et il va ignorer complètement la signature que vous avez rajoutée physiquement à la queue de votre document, quoi. Il peut y avoir des casseroles derrière tout ce que vous voulez. KDWrite Pro s'en fiche. Il va faire WP import et il va ignorer complètement la signature. Par contre, si c'est un autre type de document, donc si vous utilisez ça dans un autre cadre que KDWrite Pro, je ne sais pas si c'est du XML ou des choses comme ça, je pense que là, ça risque de poser problème. Donc dans ce cas-là, il faut supprimer la signature à la fin du document avant de l'ouvrir. Donc pour faire ça, en fait, il y a un blog qui explique tout ça, comme je disais, avec une base exemple. Et dans la base exemple, j'ai créé quatre méthodes que j'ai préfixées safe. Une pour créer les clés par défaut, donc la clé publique, la clé privée. Une pour signer le document, pour ajouter la clé donc à la fin du document.
une pour vérifier la clé à la fin du document, et la quatrième qui est utilisable, enfin, qui est en option dans le cas de Caderite Pro, c'est le unsigned document qui enlève la signature à la fin du document. Voilà, donc si vous avez besoin de ce genre de choses, encore une fois, c'est pour uniquement les documents Caderite Pro qui sont stockés à l'extérieur du document, soit sur un serveur, soit qui transitent entre plusieurs clients, et que vous voulez être certain que qu'ils n'ont pas été corrompus, et ben utilisez ça. Sinon, continuez comme aujourd'hui, c'est pas la peine d'en rajouter. Bon, alors, j'ai cru comprendre que l'IA, c'était quelque chose qui était indispensable aujourd'hui, qu'on ne pouvait plus vivre sans. Et bon, c'est pas tout à fait mon avis, mais c'est chacun fait comme il veut. Donc, on avait envie de rajouter quand même de l'IA à l'intérieur de Cadera Pro, et ça sera accessible à partir vraisemblablement de KD20 R9. Alors, comment ça marche et sur quoi c'est basé? Donc, aujourd'hui, tout ce qui est IA, c'est basé sur ChatGPT, donc OpenAI. Ça pourrait évoluer dans le futur. Il y a d'autres moteurs d'IA, donc ça évoluera certainement. Et la deuxième chose, c'est que vous devez posséder et fournir votre propre clé. Donc, ça ne sera pas dans KDR Pro, c'est vous qui aurez votre propre clé, qui sera personnelle, et que vous devrez fournir à KDR Pro pour pouvoir y avoir accès. Donc, aujourd'hui, c'est une fonctionnalité qui est destinée, pardon, aux utilisateurs finaux pour faire ce qu'on fait d'habitude avec de l'intelligence artificielle, hein, soit générer du texte, des commentaires, effectuer traduction, résumé, réécriture, correction, commentaires, etc. Voilà. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Lorsque il y a, dans le composant Cadera Pro Interface, il y a une nouvelle méthode qui s'appelle WP Set AI Key et qui fait apparaître dans le bas du dialogue qui est sur la sidebar un petit onglet AI et qui apparaît aussi bien sûr dans la toolbar qui est en haut. Donc bah, plutôt que de faire tourner ça, je vais plutôt vous le montrer en réel, ce sera plus fun aussi. Je pense que j'ai le temps. Je n'ai pas l'heure. Je pense que oui, ça devrait marcher. 15h26, ou j'en arrive à la fin. J'espère que vous aurez le temps. Donc je vais rouvrir mon 4D. On est R8, peu importe, ça marche avec n'importe quelle version. Hop, et je prends KDR pour interface. Donc c'est encore en cours de dev, hein. Et je vais passer en utilisation. Donc Miffy Paris, et je prends ici. Alors pour le moment, on l'a mis ici. Donc j'active l'intelligence artificielle et j'ai cette nouvelle icône qui apparaît là. Alors c'est peut-être pas sa place définitive, mais on a mis là parce qu'on avait de la place. Donc je lance ici mon dialogue. Et là, j'ai un prompt qui arrive en bas. Donc ici, par exemple, je vais taper en français, hein, je vais dire je souhaite Easy et Paris. Quels sont les monuments incontournables? Et je lance ma requête. Donc la requête apparaît donc sans surprise, hein, la Tour Eiffel en premier, Notre-Dame, le Louvre, l'Arc de Triomphe. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas visitées? Le Palais de Versailles, c'est pas tout à fait à Paris, mais on le prend quand même. La Sainte-Chapelle, oui, le pont Alexandre III. Ok, très bien. Donc, euh, si je ne dois en visiter que trois, lesquels choisir? J'essaie de ne pas faire de faute. Mais si on en fait, c'est pas grave. On comprend quand même en général. La Tour Eiffel, le Louvre, le Sacré-Cœur. Voilà. Donc, tout ce que vous avez ici, dans cette historique-là, dans cette zone de chat, est mémorisé. C'est-à-dire qu'ici, on a un historique qui permet de voir toutes les réponses qui ont été faites. Et ces réponses-là, vous pouvez soit les renvoyer dans votre zone Cadera Pro sous forme de texte brut, soit sous forme de texte stylé, soit vous pouvez simplement les copier dans le presse-papier. Donc, de la même façon, soit en texte brut, soit en texte stylé pour les coller où vous voulez. Et puis d'autres possibilités. Alors il y a des prompts qui sont déjà tout pré-programmés, on va dire. Si je prends par exemple, je vais juste prendre ça. Ici je peux dire par exemple summarize the selection. Faire un résumé de quelque chose qui fait que deux lignes, ça sera peut-être pas évident, mais hop.
Hmm. Bon, c'est les aléas du direct, j'ai dû oublier quelque chose. Je reprends ça, je recommence. Même pas peur. Summarize, select text for me, voilà. Bon, voilà, c'est plus court. Et ça, pareil, donc si je le renvoie, bah, ça va le renvoyer à la place de ce qui est sélectionné dans le texte. Bon, pareil, vous pouvez faire des résumés, ce que vous voulez, hein. Vous avez compris le principe, je pense. Donc c'est assez intégré dans 4D et ça permet justement de dialoguer entre Ride Pro et l'interface. Donc vite, 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 avant que ça se termine, je reviens sur mes slides et je refais un play. Donc ça, je l'avais préparé. Voilà. Donc, il y aura forcément d'autres fonctionnalités à venir. Donc, la recommandation habituelle, c'est d'utiliser KD Forum hein, pour faire des demandes d'implémentation, donc les feature requests. Donc, au revoir tout le monde.